Bonjour, Bonjour. bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On va attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. On va attendre jusqu'à 14h04, 14h05 environ. On en profite d'ores et déjà pour vous dire que la présentation sera suivie d'une session de questions-réponses et vous pouvez poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet, juste à côté du chat. Bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour à tous. Bienvenue. Le nombre de participants augmente, mais on va attendre encore quelques minutes. Vous avez été nombreux à vous inscrire, donc on attend encore un petit peu que les derniers se connectent. Bonjour aux nouveaux arrivants. Bonjour. Les nouveaux participants continuent d'arriver. On attend encore juste 2-3 minutes maximum et on pourra commencer. Je pense qu'on va attendre une dernière minute et on pourra y aller. On a pas mal de personnes connectées. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, allez, allons-y. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis et on a vraiment un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Alors, on va parler de cession immobilière, mais surtout de projets immobiliers. On est vraiment heureuse de vous retrouver cette année et d'avoir reçu tout autant de réponses positives. Vous êtes plusieurs centaines à vous être inscrits aujourd'hui et on espère que vous trouverez les réponses aux questions qui vous animent. Donc, on va commencer une vente immobilière et j'ai envie de vous dire, surtout dans le cadre des ventes de biens appartenant à des personnes publiques, ne se résume pas à juste sa commercialisation, puis une signature quelques temps après chez le notaire. Évidemment, je caricature, mais vous le savez, vous avez tous et tous peut-être l'expérience des ventes de biens immobiliers. Votre particularité, c'est qu'aucun bien ne se ressemble et aucun acquéreur ne se ressemble. Et on le sait, vous avez de bons nombres d'enjeux juridiques, politiques, économiques quand vous souhaitez vendre un bien. L'année dernière, on s'est concentré sur la valorisation du bien pour ceux qui étaient présents lors de
de nos 3 webinaires. Vous le savez, il existe un lien entre la valorisation et la vente du bien immobilier. Dans ce nouveau cycle, cette année, on va tout simplement revenir aux bases et évoquer ensemble la vente immobilière de sa préparation à la signature de l'acte. Donc, l'idée ici, c'est de bien comprendre comment vendre sereinement en optimisant à la fois prix et délai. Donc, on va vous présenter le parcours chronologique d'une vente immobilière en l'illustrant d'exemples concrets, de bonnes pratiques qui vont, nous l'espérons en tout cas, vous aider à vendre dans les meilleures conditions possibles, et ce, quels que soient les défis posés par le bien, par le marché, par l'environnement, par le contexte général finalement. Donc, tout d'abord, les petites présentations. Donc, si vous avez suivi les webinaires de l'année dernière, vous me connaissez déjà. Je suis Héloïse, je suis directrice de projet immobilier public et j'accompagne les entités publiques dans la cession de leur patrimoine immobilier. Et cette année, je suis accompagnée de Cécile. Bonjour à tous, donc je suis Cécile. Mon travail, c'est de déterminer la valeur des biens avant la vente, mais aussi tous les enjeux à lever pour une commercialisation optimale et pour permettre des signatures d'actes de vente dans les bonnes conditions. Donc on va aller commencer tout de suite. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne préparation d'une vente. À l'origine, il y a la décision de vendre. Pourquoi voulez-vous vendre ce bien? Que vendre exactement? Nous voulons souligner pour chaque point de la préparation les divers enjeux qui se posent, politiques, juridiques, économiques, etc. Voici donc les axes qui structurent la présentation d'aujourd'hui. Tout d'abord, déterminer la contenance précise de sa vente. On va voir que c'est vraiment un point clé. Ensuite, la bonne compréhension du bien immobilier et de tout son environnement. Le troisième axe, c'est comment vendre et à quel prix. Et enfin, préparer la suite, comment bien anticiper les étapes suivantes de la vente. Et nous terminerons par une petite session de questions et réponses. N'hésitez pas à les poser quand elles vous viennent au fur et à mesure dans l'onglet questions prévu à cet effet, et nous y répondrons avec plaisir à la fin de la représentation. Alors, tout d'abord, déterminer une contenance précise. Ici, il s'agit surtout de se poser les bonnes questions dans un premier temps. Que veut-on vendre? Que peut-on vendre? Que faire avec votre parcelle? La contenance d'une vente correspond à l'emprise foncière que vous souhaitez céder. Concrètement, il s'agit de la ou des parcelles qui feront l'objet de la vente. Quand vous vendez une maison, vous vendez surtout le terrain sur lequel elle se situe. Je vais vous donner un exemple. Une commune souhaitait un conseil sur le découpage cadastral à réaliser pour une vente. L'enjeu était ici de bien répartir les accès et surtout les places de stationnement entre la partie qui serait concernée par la vente et la partie qui resterait propriété du vendeur. Nous avons donc travaillé ensemble en tenant compte des réglementations du PLU relatives aux obligations de création de places, mais aussi au nombre de stationnements idéal pour l'acquéreur pour un tel projet. Et nous avons étudié les différents scénarios possibles avant de trancher. Quel était le sujet ici? Donc, plus concrètement, on avait un immeuble, un bâtiment détaché d'une grande parcelle d'une école. Aujourd'hui, le parking en extérieur est commun à la fois à l'école et à l'immeuble d'habitation qui sera vendu. Il fallait allouer suffisamment de places de parking à l'immeuble qui serait vendu, tout en garantissant du stationnement pour les usagers de l'école. On avait donc plusieurs options de découpage qui étaient possibles, chacune ayant ses avantages et inconvénients, à la fois pour le futur propriétaire et pour la commune. On aurait pu laisser à l'école la totalité des stationnements et l'accès au parking, mais cela aurait impacté négativement la vente de l'immeuble et à l'inverse, laisser l'intégralité du parking dans la vente aurait eu pour conséquence la création de servitudes de passage, servitudes de stationnement au bénéfice du personnel de l'école, supportées en totalité par l'acquéreur de l'immeuble. Ou alors, on aurait pu aussi empêcher totalement l'accès au parking à l'école, mais ce n'était pas du tout envisageable ici. Donc, la solution qu'on leur a proposée, comme vous pouvez le voir sur les images qu'on vous présente, c'est un partage du parking existant. 6 places à allouer à l'école et 6 places sur la parcelle qui sera découpée et mise en vente. Nous proposons donc un découpage vraiment au milieu du parking. Pourquoi? Ça permet une répartition équitable du nombre de places et des servitudes de passage, et ça laisse toujours la possibilité d'aménager quelques places supplémentaires sur la parcelle à la vente. La commune a donc pu faire intervenir un géomètre et se décider sur la contenance de la parcelle à la vente. Une autre situation que l'on retrouve souvent à ce stade, c'est le choix entre une vente en un seul bloc ou en plusieurs lots. Vous avez peut-être dans votre patrimoine des immeubles différents sur une même parcelle, ou bien plusieurs terrains à vendre,
ou encore plusieurs appartements dans un même immeuble qui vous amènent à vous poser cette question. Alors ici, on n'a pas de solution universelle et idéale puisque chaque cas est différent et toutes les problématiques, donc de praticité, de réglementation, de bon voisinage, de réalité économique, doivent être pesées pour prendre la bonne décision. Et donc, la compréhension de votre bien, et on en parlera un peu plus tard dans cette présentation, est essentielle. Je vais vous donner un exemple concret pour illustrer mes propos. C'était lors de l'étude d'un ancien centre de vacances en bord de mer qui était composé de 3 parties. Une jolie maison, donc on était en bord de mer, assez indépendante. On avait 3 bâtiments de centre de vacances assez imposants et une parcelle constructible. Donc ici, l'enjeu est de savoir comment bien vendre ce bien finalement. Est-ce qu'on veut tout vendre pour éviter de devoir individualiser les lots ou est-ce qu'on veut vendre en lot justement pour optimiser les recettes? Et c'est là que l'étude Accorastor peut vous aider puisque nous, on étudie tous les scénarios et on vous propose la meilleure solution pour vous. Alors, spoiler pour cet exemple, ici, au vu de sa localisation géographique, le résultat de notre étude était de vendre en lot pour optimiser les recettes. Alors, petite astuce ici qui va vous aider, c'est le titre de propriété. Donc, vous le savez, s'assurer de la propriété du bien que vous vendez est une de vos responsabilités en tant que vendeur. Le titre de propriété est donc un document essentiel, mais il ne sert pas qu'à remplir une obligation légale. Il vous permet, dès le départ, de vérifier des informations précieuses, notamment en ce qui concerne la contenance. Savoir ce que vous possédez, évidemment, mais également ce dont peut être grévé votre bien. Par exemple, les servitudes de passage, des servitudes de stationnement ou autres types de servitudes. Ces servitudes-là, elles feront partie intégrante de ce que vous vendrez. Le titre de propriété doit donc être un outil qui vous accompagne dans votre réflexion et ce, dès le tout début. Tout à fait. Donc, oui. Vas-y. Le titre de propriété, le bien immobilier vendu, donc, c'est essentiellement une contenance. C'est ce qu'on vient de voir, mais aussi un bâti dans un environnement composé de contraintes et d'atouts. Tout à fait. Et donc, juste avant de parler de la bonne compréhension du bien, il arrive parfois également qu'en tant que quantité publique, vous souhaitiez assortir la vente d'un cahier des charges, même si ce n'est pas du tout obligatoire, bien sûr. Le cahier des charges, il vous permet certes de répondre à certains enjeux politiques, par exemple, mais il vient avec son lot de contraintes. Et on en avait parlé l'année dernière. On a réalisé un webinaire spécial à ce sujet. Donc, on vous invite à le revoir, le voir ou le revoir. On pourra d'ailleurs vous envoyer le lien de replay. En revanche, ce qui est important, c'est la définition claire et précise de cet éventuel cahier des charges. Dans tous les cas, cela fait partie des éléments à déterminer avant toute mise en commercialisation. En effet, il faut s'assurer que le cahier des charges il soit cohérent avec le bien, avec son environnement et toutes les réglementations qui s'y appliquent. Donc, à la lumière de tout ce qu'on vient de se dire, on voit qu'il est nécessaire de bien comprendre son bien et également son environnement. Le plus important, finalement, c'est d'avoir un regard critique sur son bien et sur le contexte donc, géographique, réglementaire et économique dans lequel il s'inscrit. Cette compréhension du bien et du contexte, c'est vraiment la clé pour tout le reste et ça va être nécessaire pour réussir votre projet de vente. En faisant dialoguer finalement tous ces enjeux entre eux, mais aussi la réalité du marché et du bien, vous pourrez avancer de manière beaucoup plus sereine. Absolument, c'est très vrai sur les biens dits atypiques. Je vais vous donner un exemple. Nous avons étudié un centre de vacances dans les Hautes-Alpes. C'est un immense domaine dans la montagne, assez difficile d'accès, avec plusieurs corps de bâtiments. Il comprend à la fois des parcelles forestières en zone non constructible, un des sites qui est en zone autorisant la rénovation, qui est protégé et pour lequel seule une activité touristique est acceptée, et des bâtis qui sont dans une zone à vocation de tourisme ou d'activité sportive à but social. Un joyeux mélange. Donc plusieurs enjeux ici. Un enjeu pratique. Comment vendre ? Faut-il tout vendre en une seule fois ou bien site par site, en plusieurs sessions? Ça nous renvoie encore à la détermination de la contenance dont on vient de parler. Le deuxième enjeu, c'est comment trouver des acquéreurs qui pourront trouver une rentabilité avec toutes ces contraintes d'urbanisme. Le troisième enjeu est un peu plus politique et il est aussi vraiment ancré dans le territoire local. La commune n'est pas propriétaire du bien et s'inquiète de l'avenir du site parce qu'il a une importance historique et même émotionnelle pour ses habitants. Comment rassurer la collectivité qui n'est pas partie à l'acte?
Quatrième enjeu, certaines parcelles relèvent du régime forestier. L'ONF est intéressé pour faire l'acquisition de certaines de ces parcelles boisées. Il y a une procédure particulière à envisager pour distraire les parcelles du domaine forestier. Et le cinquième enjeu, c'est la multiplicité des bâtis. Ça implique d'avoir de la documentation très précise et assez nombreuse pour chacun des bâtis. Le système de chauffage, quid de l'isolation, la répartition des espaces, l'état des biens, hétérogènes ou pas. Voilà, donc tous ces points-là doivent être anticipés, pris en compte le plus tôt possible avant la commercialisation pour vraiment lever toute ambiguïté. Et les sujets qui émergent plus tardivement, par exemple lorsque le bien est déjà en vente, ça peut arriver, doivent trouver une réponse rapide. On parlera de ces cas de figure, comment vous adapter face à l'imprévu à des stades déjà plus avancés de la vente lors des 2 prochains épisodes. Ici, finalement, un travail d'étude approfondi, accompagné d'un gros travail de communication et d'échange avec toutes les parties, ont permis de commercialiser le bien et d'atteindre un prix enchéri plus que satisfaisant. Et des projets de très belle qualité d'ailleurs. On a été ravis de cette vente. Cette compréhension du bien, on l'a vu, elle est hyper importante pour les biens complexes, mais pas seulement. C'est aussi très important pour les biens qu'on peut appeler classiques. En effet, ça vous fera gagner du temps de faire tout ce travail d'anticipation. On peut parler, par exemple, des ventes d'un bien loué. L'état locatif précis et détaillé est indispensable en amont de la commercialisation. Le loyer est-il en accord avec le marché? Quelles sont les échéances du bail? Mon locataire est-il protégé, c'est-à-dire âgé ou disposant de revenus faibles? Est-ce qu'il est bon payeur? Est-ce qu'il a des loyers impayés? Est-ce qu'il a des velléités de départ? En fait, de façon générale, un acquéreur éclairé fera une offre éclairée et donc fiable. On ne vous le répétera jamais assez, mais la transparence du vendeur, c'est gage de réussite commerciale pour la vente. Ça, on le voit vraiment dans toutes nos expériences. Alors, une autre astuce, un autre outil qui va vraiment vous aider là-dessus, ce sont les diagnostics techniques. Tout comme la détention du titre de propriété, fournir les diagnostics est une de vos responsabilités en tant que vendeur. Les diagnostics doivent être fournis au plus tard au moment de la signature d'un avant-contrat, et le DPE, lui, est même obligatoire aujourd'hui sur toute annonce immobilière, donc bien avant la signature d'un avant-contrat. Ça, c'est le côté légal. Les diagnostics, en réalité, ils ont une utilité bien plus grande. Chez Agorastore, d'ailleurs, nous vous les demandons pour la mise en ligne du bien. Les acquéreurs doivent prendre en compte l'état du bien pour formuler leur offre financière. Mais pour vous, même avant cette phase de commercialisation, ils sont une vraie bonne source d'information. N'hésitez pas, en cas de doute, à dépasser le simple cadre réglementaire. Par exemple, nous vous invitons à demander des certificats de surface quand vous avez des informations contradictoires ou le moindre doute, et quand il y a un enjeu stratégique sur le bien. D'ailleurs, la responsabilité du vendeur peut légalement être engagée en cas de différence supérieure à 5% par rapport à la surface indiquée sur l'annonce. Et également, n'hésitez pas à fournir des devis en amont de la commercialisation, par exemple en cas de rapport assainissement non conforme. Ce qui peut arriver assez régulièrement. On a l'habitude chez Agorastore et d'ailleurs, on vous accompagne déjà dans cette phase de préparation et de compréhension qui peut paraître parfois longue et fastidieuse. Mais nous, pour cela, on va se mettre dans votre peau, on va aussi se mettre dans la peau de l'acquéreur et à force d'échanges avec les notaires, de retours d'expérience sur toutes nos ventes, on va vous aider à vous poser les bonnes questions et on vous soutient aussi dans votre recherche de réponses. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter dès le début de votre réflexion finalement. Troisième étape pour préparer sa vente. Comment vendre et à quel prix? Je pense que c'est une des parties qui vous intéresse le plus. Bon, ici, l'enjeu économique, il est très clair. Il faut vendre au meilleur prix possible. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez choisir, par exemple, un mode de commercialisation qui permet de valoriser au maximum le prix de sortie, tout en garantissant au maximum ce qu'on appelle la certitude transactionnelle. Alors, des agences locales peuvent être bien ancrées sur le territoire, commercialisées en direct à une base d'acheteurs à proximité. En revanche, les prix obtenus ne seront pas forcément les plus hauts. Une vente en direct, sans intermédiaire, ou des appels à manifestation d'intérêt vous permettent un droit de regard sur les projets des acquéreurs, mais n'optimisent pas forcément le prix de sortie non plus. Une adjudication judiciaire, donc ça c'est les enchères classiques, n'est que financière. Le plus offrant remporte le bien. Mais cette méthode n'est pas toujours adaptée en fonction des souhaits que vous aurez. Une mise en concurrence via courtage d'enchères facilite la montée des offres tout en gardant les avantages de la vente de gré à gré. Bon, nous, on prêche pour notre paroisse, évidemment. Nous, on pense que c'est la meilleure solution.
Bah oui, effectivement, il existe plusieurs manières de vendre et d'ailleurs, selon la méthode que vous choisirez, le prix d'appel ne sera pas le même. De façon générale, toute mise en concurrence appelle à un prix de départ plus faible que la valeur estimée du bien. Pour toutes les personnes qui travaillent avec nous, vous avez l'habitude de ce discours, mais c'est vraiment ce qui permet de susciter l'intérêt et de générer une augmentation dynamique des offres. Et donc, finalement, d'atteindre le vrai prix de marché. On voit et on a bien conscience que la détermination d'un prix de départ touche vraiment plusieurs enjeux. L'enjeu économique, donc vous voulez trouver le prix d'appel qui permettra d'atteindre le meilleur prix possible, c'est ce dont Héloïse vient de parler. D'un point de vue politique, votre mise à prix sera visible, comme un éventuel cahier des charges ou comme le choix de votre mode de commercialisation, ce sera visible. Et d'un point de vue juridique, le prix de vente doit souvent être justifié. Donc, en fait, c'est vraiment l'aboutissement du raisonnement sur tous les sujets précédents qui va vous aider à déterminer le bon prix de départ. Tout à fait. Et donc, on parle de prix, donc forcément, on va parler aussi de l'avis des domaines. Alors, on va revenir aujourd'hui sur ce sujet de manière assez rapide. On sait que c'est un sujet pour beaucoup d'entre vous. Vous le savez, l'avis des domaines, il est obligatoire pour les cessions des collectivités locales de plus de 2000 habitants et pour les ventes de l'État. Pour les collectivités locales, avoir un avis des domaines, c'est obligatoire pour vendre. Et la première chose à noter, c'est par contre que vous n'avez pas besoin d'avoir reçu cet avis des domaines pour mettre en vente le bien. En fait, vous en avez besoin plus tard, donc pour délibérer, bien sûr, chez le notaire ensuite. Concrètement, vous avez besoin de l'avis des domaines pour valider une vente quand un acquéreur aura été trouvé, qu'une offre sera sur le point d'être acceptée. Pourquoi on parle de ça? Car c'est une question qui nous revient souvent de votre part, c'est finalement quand lancer la demande d'avis des domaines lors de la préparation de sa vente. Alors, si le dossier est prêt et que la demande peut être envoyée, alors allez-y, voilà, vous pouvez faire partir la demande auprès des domaines. Et d'ailleurs, les documents complémentaires que l'on vous fournit peuvent être annexés à la saisie. Sinon, cela peut attendre. En tout cas, cette question de l'avis des domaines, elle revient souvent et on l'abordera de manière plus détaillée également dans le webinaire numéro 3, quand on s'intéressera notamment à la partie post-acceptation d'une offre d'achat. On arrive donc à notre dernière partie, Et oui. Poser des jalons pour la suite, préparer la suite. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que dès la préparation de la vente, dès même la décision de vendre, en fait, vous préparez déjà la commercialisation. Vous anticipez déjà sur le choix d'un acquéreur, vous préparez déjà la signature chez le notaire. Toujours donc dans cette recherche d'efficacité et de fluidité, quelles sont les bonnes pratiques pour cheminer sereinement vers une vente réussie? Donc en plus des sujets mentionnés pendant tout ce webinaire, il y a tout un ensemble de bonnes pratiques et à adopter, notamment faire un rétro-planning et l'ajuster au fur et à mesure. Donc ça, c'est une pratique qui porte ses fruits. Travailler en mode gestion de projet, donc ça signifie faire vraiment la demande de pièces et la réception de pièces de manière assez dynamique, faire des relances régulières, etc. Je pense notamment au diagnostic. Certains documents sont obligatoires pour mettre en ligne, d'autres peuvent être demandés en temps masqué pour gagner du temps. Communiquer régulièrement avec les parties impliquées aussi, donc les services d'urbanisme, très important, les notaires, tous les mandataires, les diagnostiqueurs, si besoin également. Géomètres, ouais. C'est vraiment garder le contact régulier et ne pas hésiter à anticiper toutes ces demandes-là. Ça vous sera toujours utile. Donc, qui sont vos alliés là-dessus? Déjà, les notaires. Dès le début, ils peuvent vous accompagner. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les contacter. Une fois que vous avez contacté un acquéreur ou dès que vous avez délibéré, vous pouvez vraiment prendre attache avec eux très, très, très tôt. Ils vont vous aider, ils vont faire des recherches de titres pour vous assurer de pouvoir mettre en vente. Ils peuvent vous conseiller, vous accompagner sur la rédaction de clauses particulières, notamment s'il y a un cahier des charges. Ils vont vous conseiller même sur des questions juridiques que vous pourrez avoir. Voilà. Donc, on avait présenté d'ailleurs un webinaire, Héloïse le disait tout à l'heure, sur les cahiers des charges. Encore une fois, n'hésitez pas à nous demander le lien si vous souhaitez revoir cet épisode. Et d'autres personnes qui peuvent être vos alliés, ce sont également vos mandataires, bien sûr. Alors, Agorastart, si vous le choisissez, mais ça peut être d'autres mandataires qui peuvent s'adapter à votre calendrier. En effet, on peut programmer le calendrier de la vente en fonction de vos agendas de délibération, par exemple. Et puis, on vous accompagne, bien sûr, dans l'étude des scénarios pour la vente de votre bien, ça on en a parlé, mais aussi, a posteriori, dans le choix des offres, en tenant compte du bien, de vos volontés, de vos priorités, des conditions suspensives, etc., etc.
Autre élément aussi sur lequel on peut vous aider, c'est de vous mettre à disposition des documents types, tels que des exemples de délibération, de propositions de rédaction d'actes, etc. Finalement, c'est tout ce travail préliminaire qui peut tout à fait être fait de manière coopérative et en temps masqué, et ça va vous permettre en fait de lancer une commercialisation de façon harmonieuse et de mettre toutes les chances de votre côté. Donc c'est très important. Voilà, c'est déjà la fin de cette présentation. On vous retrouvera plus tard dans l'année pour évoquer les points importants de toutes les grandes étapes suivantes de la vente. Mais aujourd'hui et avant cela, voici un rappel des points abordés aujourd'hui qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est l'importance de déterminer la bonne contenance de ce que vous souhaitez vendre. On l'a vu, c'est essentiel. Le deuxième, c'est avoir une fine compréhension de votre bien immobilier. Ensuite, c'est choisir sa méthode de vente pour optimiser le prix final. Et enfin, travailler en mode projet, avancer en temps masqué pour anticiper tous les points sensibles et puis finalement réduire au maximum les délais qui peuvent l'être. Donc voilà pour ce premier webinaire de cette nouvelle série. On vous remercie pour votre attention. On espère que cette présentation vous a aidé. Alors, avant de se quitter, on va pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Bien sûr, on n'aura pas le temps de tout traiter, mais on vous fera un retour écrit à la suite si besoin. Et puis, bien sûr, vous recevrez la présentation et le lien du replay comme d'habitude. Voilà. Donc, on va regarder les questions. Ouais, j'ai vu qu'il y en avait une première. Alors, où se trouve le titre de propriété, notamment quand il n'y a pas eu de suivi d'archives. Alors, le titre de propriété, si vous ne le retrouvez pas, vous pouvez demander conseil à votre notaire. Le notaire, il va lever ce qu'on appelle donc un EHF. Le HF, il y répertorie toutes les mutations depuis 1956. Et donc, sur cet EHF, s'il y a eu des ventes, par exemple, depuis 1956, apparaîtront chaque vente et chaque acte à demander. Donc, il pourra faire une autre demande auprès du SPF. Si le HF est vierge, ça veut dire que probablement il n'y a pas eu de mouvement de cette parcelle-là depuis 1956. Et en général, les notaires considèrent qu'il y a bien propriété antérieure à 56. Si votre en général, les notaires le font sans problème. Si votre notaire ne répond pas et que vous travaillez déjà avec Agorastore, nous, on travaille avec des notaires qui ont l'habitude de le faire bien avant les commercialisations. Tout à fait. Ça peut être un travail de recherche important, effectivement. Sommes-nous obligés de réaliser le diagnostic assainissement? Grande question. Alors, ça dépend. Il y a deux cas, les assainissements individuels et les assainissements collectifs. Dans le cas de l'individuel, donc qui concerne les fosses septiques ou les mini-stations d'épuration, c'est obligatoire dans tous les cas. Donc, sur de l'habitation et de l'hébergement. Oui, tout à fait, exactement. Merci pour la précision. Et sur le collectif, en fait, ça dépend de la commune ou de l'agglomération d'ailleurs, qui se réserve le droit d'imposer ou non ce contrôle assainissement pour la Là, vous pouvez prendre connaissance du règlement d'assainissement collectif que vous pouvez trouver en ligne en général. Alors, ces règles peuvent changer assez rapidement, peuvent changer régulièrement. En cas de doute, vous pouvez passer un coup de téléphone ou écrire un mail directement au service concerné. Et là, vous allez avoir une réponse. Voilà. Et ça, dans le collectif, c'est vraiment la réglementation qui prime, et ce, quel que soit le type de bien. Troisième question, peut-on vendre en dessous ou en deçà de l'estimation des domaines? Alors, ça dépend également. Si vous êtes une collectivité territoriale, oui, c'est possible. L'avis des domaines étant consultatif, vous allez en fait, lors de votre délibération, argumenter en fait sur votre choix de l'acquéreur. Pour ça, par exemple, lors d'une mise en concurrence aux enchères, nous, on vous fournit toute la documentation et tous les éléments pour pouvoir justifier de cette vente. Voilà. Ça dépend aussi tout à fait de qui est le vendeur finalement. Je vois une question sur le rétroplanning du coup qui est assez intéressante. Alors, nous, on va vous proposer un rétroplanning qui dépendra à la fois de votre bien, mais aussi de qui vous êtes en tant que vendeur. C'est-à-dire que si vous avez besoin de délibérer, quelle est votre date de délibération, combien de temps en avance de la délibération vous avez besoin des offres, etc. Ce qu'il faut retenir, ça va répondre en partie à votre question, c'est que plus un bien est liquide,
plus le temps de commercialisation pourra être court. Alors, on a quand même un minimum, hein, mais et plus le bien est atypique et un peu complexe, on va commercialiser un petit peu plus longtemps, le temps d'avoir suffisamment de visiteurs, de visites, que les acquéreurs reviennent pour faire prendre des mesures, etc., se projeter. Tout à fait. Et puis finalement, ça dépend vraiment de chaque bien. Ouais. Donc, si vous pensez à un bien en particulier, vous pouvez aussi nous écrire pour nous présenter un peu le sujet. Tout à fait. Je pense que le temps passe. Peut-être qu'on peut regarder une dernière question, notamment sur les régimes de TVA appliqués. Oui, c'est un vrai sujet. Donc, je vais lire la question. Les régimes de TVA appliqués peuvent être différents en fonction de la nature des terrains vendus. Tout à fait. Un webinaire éclairant sur ce sujet serait bien utile. Eh ben, on prend note parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on a l'habitude de travailler, qui peut être effectivement un petit peu prise de tête. Donc, c'est une très bonne idée pour un prochain webinaire. Donc, on note la question et on reviendra vers vous avec ces éléments. Peut-être une toute dernière question. Je vois une question intéressante sur les terrains à bâtir au sein d'un nouveau lotissement. Oui. Ça reste des biens normaux. Pour les nouveaux lotissements, on va s'intéresser beaucoup à tout ce qui est cahier des charges et réglementation, enfin règlement du lotissement, de l'ASL, etc. pour vraiment comprendre un petit peu vraiment l'environnement. Et c'est pareil, les acquéreurs, de toute manière, ils auront besoin de savoir dans quel contexte ils achètent un terrain. Au même titre que, par exemple, un appartement en copropriété où on va bien sûr se renseigner sur tous les éléments indispensables de la copropriété en donnant les informations sur son règlement, les derniers PV d'AG, etc., etc. Je vois qu'il est déjà 32 passés, donc on va devoir malheureusement s'arrêter là. On a été ravis, en tout cas, avec Cécile, de vous faire cette présentation et de pouvoir échanger avec vous. Merci vraiment à tous pour votre attention. Et puis surtout, on vous retrouve à la rentrée pour l'épisode numéro 2 sur le sujet de la commercialisation. On vous donnera bien sûr les informations plus précises sur la date du rendez-vous. En tout cas, on a hâte de vous retrouver. On vous souhaite une très bonne journée, un très bel été à venir et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, si vous avez des questions. Merci, Merci au revoir. Au revoir.